Alors au moment de publier, cette, 1 série d'interviews dans le podcast, Les chemins humains, je me suis dit que ce serait quand même pas mal si moi-même je passais devant la caméra pour me mouiller, pour me partager, pour dire, ce que je pense, ce que je ressens par rapport à la thématique du chamanisme. Cette fois-ci, plutôt que de le faire comme précédemment lors d'une conférence, lors d'enseignements, j'avais envie de le faire d'une façon plus personnelle. Et donc en parlant de mon parcours, des parcours en tout cas importantes par rapport à ce chemin-là, même si, comme je pourrais l'expliquer un peu plus tard, en fait tout, tout, tout ce que j'ai vécu, de difficile comme d'agréable et toutes les choses au milieu, était en fait une préparation, conspirait vers, cette destinée-là, j'ai envie de dire. Alors, dans l'enfance, il y a eu un premier signe qui était avec mes mains. En fait, petit, je m'amusais à rapprocher mes mains et à sentir comme une forme de magnétisme, comme deux aimants, en fait, tout simplement, qui s'attirent ou qui se repoussent. Il y a eu aussi 2 ou 3 fois quelque chose que j'appellerais comme une vision particulière, où dans ces moments comme ça, entre veille et sommeil, il y a tout d'un coup comme un écran de télévision qui s'affiche en noir et blanc et où apparaît une scénette. Ça a duré quelques secondes, c'est arrivé deux ou 3 fois, et je n'ai pas mis ni avec mes mains ni avec ces visions-là un sens particulier. L'étape suivante, l'étape marquante que j'ai envie de relater par rapport à ce parcours-là en chamanisme, c'est le 1er novembre 2001. Le 1er novembre 2001, je partais de Bruxelles pour aller à Paris. Je partais de Bruxelles notamment parce que j'étais en burn-out suite à mon travail d'éducateur, de coordinateur dans le service enfant du Petit Château à Bruxelles, près du canal, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Je partais à Paris parce que j'avais ce besoin de quitter ce travail, de quitter la Belgique pour aller à Paris, Paris où, voilà, qui est une ville que j'ai toujours aimée, où j'ai la famille et des amis. Et donc, dans le train entre Bruxelles et Paris, le Thalys, me voilà tout d'un coup, tout en rêvassant, à voir comme une évidence. Une évidence, je suis parti à Paris pour célébrer des obsèques pour des personnes qui n'ont plus de religion, n'ont pas de religion ou ne se sentent plus rattachées à une religion, mais qui sentent le besoin malgré tout de célébrer de façon profonde, de façon sacrée, parfois de façon créative, les obsèques. Alors à Paris, voilà, j'ai trouvé très rapidement la bonne personne par évidemment toute une série de synchronicités. La bonne personne, Raphaël Confineau, qui avait créé quelques mois auparavant l'autre rive et qui était l'endroit rêvé, unique, inespéré pour accomplir cet élan, puisque c'était une entreprise de pompes funèbres qui voilà, était la matérialisation de la vision de Raphaël, dans ce sens d'inviter des personnes à s'investir dans les obsèques, à y trouver leur sens et dans la célébration, mais aussi dans les détails, de pouvoir mettre aussi du soin, de la beauté dans les objets qui étaient utilisés, que ce soit une urne ou un cercueil. Je saute quelques années où je me retrouve en Belgique, donc après mon expérience à Paris dans les pompes funèbres à l'autre rive. Et pourquoi je rentre à Bruxelles, c'est parce que à Paris, après avoir quitté les pompes funèbres, je suis tombé dans
La grande dépression, la grande crise dépressive de ma vie, il y en a eu rétrospectivement avant, plus diffuse, mais là c'était vraiment très intense et ça concernait en particulier mon identité, le fameux qui suis-je. En rentrant à Bruxelles, c'était un peu comme arriver sur une page blanche et avec tout ce que j'avais pu faire comme études, comme professions diverses et variées, je me dis, mais tiens, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et l'élan qui est venu, c'est le massage. De nouveau, les mains ont été un moteur. Et donc, du coup, j'ai essayé de trouver un endroit pour me former. Et c'est comme ça que j'ai découvert la formation en thérapie psychocorporelle au centre ressourcement à Overijs avec Joël Thirionnet. Et là, voilà, c'était tout un parcours de formation, de rencontres, d'expériences, de découvertes à plein de niveaux et dans la formation en thérapie psychocorporelle et en massage et notamment le massage initiatique de Philippe Mouchet. C'est aussi à cette époque-là que j'ai commencé vraiment sérieusement à faire un travail sur moi, et que je me suis intéressé à différentes choses, notamment la médecine traditionnelle chinoise, la naturopathie, la psychanalyse et le chamanisme. Bon, rapidement, je me suis rendu compte que c'était de trop, que chacune de ces disciplines méritait de s'y pencher, de l'étudier profondément. Et donc voilà, je me suis vraiment, au fil des années, centré sur cette formation en thérapie psychocorporelle qui comprenait déjà beaucoup de choses et notamment les constellations familiales qui vont être aussi très importants dans mon parcours et, puisque c'est ça le thème, dans mon parcours en chamanisme. Alors, je me rends compte que à ce moment-là, euh, il y a eu, quand j'ai commencé à travailler, après cette formation, après la supervision, à œuvrer donc dans un champ que j'appellerais psychothérapeutique et notamment avec des familles et en particulier des familles ayant adopté des enfants à l'étranger. Mais dans mon travail que je trouvais voilà plein de sens et qui m'a beaucoup touché, c'est comme si je travaillais avec une main dans le dos. Et donc, en tant que thérapeute, bah, voilà un moment, j'ai eu encore une crise où j'ai tout arrêté. Et j'ai fait d'autres choses, j'ai mené d'autres projets, notamment le magasin Coréam à La Hulpe, en collaboration avec mon épouse de l'époque, et qui était un concept store, un magasin autour de la thématique des petits et grands événements de la vie. Donc, ça avait beau être un magasin, il y avait quand même quelque chose qui tournait autour. Euh, et en parallèle, j'ai continué en fait ce que je faisais à Paris dans les pompes funèbres, mais pour d'autres événements de vie comme des naissances et surtout des mariages, puisque j'ai pas mal célébré de mariages de différents types, puisque voilà à chaque fois lié aux personnes qui venaient me voir, aux couples et à leurs valeurs et à leur culture. Suite à cette nouvelle crise de vie, la fin du magasin, le divorce avec la mère de ma fille, de nouveau, voilà, une nouvelle page blanche. Et cette fois-ci, de nouveau faire le point, dire mais voilà, j'ai fait ça, je me suis intéressé à ça, mais au fond, quel est le fil directeur? Et le fil directeur qui m'est apparu, c'est de me dire, ah mais tiens, finalement, tout ça, ça parle du chamanisme et de la fonction de chaman.
puisque, bah oui, le fait de célébrer des obsèques, bah, c'est vraiment un rôle qu'on va retrouver souvent dans beaucoup de traditions, qui va être un rôle qui va être dévolu au chaman. De même, l'accompagnement thérapeutique de soins des personnes, c'est souvent quelque chose qu'on va trouver dans les mains du chaman, de la chamane. Et à ce moment-là, euh, je me suis dit, mais voilà, il y a un peu spontanément, malgré moi, un chemin qui se traçait. Je sens bien que dans ma pratique du chamanisme, dans mon vécu, je me sentais un peu différent de ce que je pouvais voir. Et je me suis dit, ben voilà, allons quand même à la rencontre d'autres personnes et surtout d'autres enseignants pour voilà me sentir moins seul et découvrir et enrichir mon expérience. Et c'est ce que je fais dans le cadre du compagnonnage chamanique en France avec différents chamans et notamment Moudouma et Eric Fox Marshall. L'étape suivante importante, ça a été la cérémonie d'initiation en Corée. Et là, je parle de mars 2019. Euh, pour parler de cette cérémonie d'initiation, donc avec Kim Chung-hee, que certaines ont eu l'occasion de rencontrer quand j'ai créé ce festival belgo-chamanique de chamanisme, belgo-coréen de chamanisme en Belgique en l'été 2024. Pour parler de ça, je dois parler en fait un peu plus de mon histoire, qui est que donc je suis né en Corée le 13 septembre 1973, que vers 1 an et demi, en fait, mes parents coréens, mes parents biologiques, m'ont placé dans un orphelinat. Alors, suivant les histoires, peut-être pour m'y laisser, peut-être temporairement, ça, j'en ai pas la certitude, mais il est possible effectivement, que ce soit dans une idée temporaire en ce qui concerne mon père. Et donc, le 26 août 1975, je débarque à Zaventem, à l'aéroport donc de Bruxelles, et je suis accueilli, adopté par mes parents, par mon papa et ma maman. Alors pourquoi vous parlez de ce bout d'histoire-là, cette bout d'histoire que je partage avec près de 200 000 Coréens? C'est parce que, en fait, la cérémonie d'initiation chamanique dans la tradition coréenne par Kim Chung-hee, en fait, est un peu la troisième étape dans ce parcours de reconnexion. La première étape, ça a été mon premier voyage de retour en Corée aux alentours des années 2004, où d'abord il y a eu tout ce processus de décider de retourner en Corée, et en arrivant donc à Incheon, ça c'est l'aéroport international en Corée, à un moment, oui, forcément, l'avion va toucher la piste, va toucher la terre coréenne. Rien que de vous en parler, j'ai des frissons. Et à ce moment-là, pour une raison que je ne peux pas expliquer, il y a eu une explosion émotionnelle en moi. C'était, voilà, c'est comme des retrouvailles d'une puissance insoupçonnée, insoupçonnable. L'année suivante, deuxième reconnexion, puisque entre-temps, j'ai fait des démarches pour retrouver, recontacter mes parents coréens. Et donc l'année suivante, je retourne en Corée pour les rencontrer physiquement. Et de nouveau à l'aéroport, il y a beaucoup d'aéroports dans cette histoire. À l'arrivée, je m'étais organisé avec ma mère coréenne, Omoni,
qu'on se retrouve à cet endroit-là, Et elle tenait ce petit panneau avec mon nom. Et j'avais demandé à une traductrice d'être présente à ce moment-là, parce que je ne parlais pas, je ne parle toujours pas coréen. Mais en fait, on n'en a pas eu besoin. Parce que quand on s'est vu, quand on s'est pris dans les bras, en fait, il y a eu une évidence. Mon corps mon cœur m'a dit, mais oui, c'est elle. Il y a juste pas de doute. Il y a une évidence, c'est elle. Et donc, avec cette traductrice très sympathique qui était là, bah, elle n'a pas eu beaucoup de boulot parce que simplement, voilà, avec ma mère coréenne, avec Omoni, on se tenait la main, on se regardait. Elle me disait quelques mots en coréen dont je ne comprenais pas le sens, mais voilà, on se comprenait malgré tout. Donc voilà, deuxième reconnexion très importante et très forte. Et la troisième, c'est donc la cérémonie d'initiation dans la tradition coréenne. Alors pourquoi je le dis comme ça? Parce que dire que j'étais initié dans la tradition coréenne, je pense que ça prêterait à confusion. On pourrait croire que j'ai passé des années avec mon enseignante. Et effectivement, dans la tradition coréenne, comme dans beaucoup de traditions, la cérémonie d'initiation arrive après des années et des années d'apprentissage modeste, d'apprendre en regardant, en assistant, en portant les valises. Et donc dans cette cérémonie d'initiation en mars de 2019, c'est une cérémonie qui dure une journée, et il y a eu un moment assez tôt dans la cérémonie où tout d'un coup, toute mon histoire, tous les apprentissages que j'ai pu faire se sont tissés en un fil, et où j'ai pu faire l'expérience et avoir la conscience et avoir la compréhension que, en fait, tout conspirait, comme je le disais, bon, le mot a beaucoup de connotations, mais en fait, tout allait vers ce moment-là de troisième reconnexion, et qui était en fait, et chaque étape en fait était importante. Alors, quand on me demande d'expliquer ma pratique aujourd'hui, c'est toujours très difficile, parce que pour parler vraiment des pans importants de disciplines qui font ma pratique, alors oui, bien sûr, il y a le chamanisme coréen, mais il y a toutes les autres formes d'enseignement que j'ai pu suivre, dans lesquelles j'ai pu œuvrer, notamment dans la lignée de Michael Harner, qu'on appelle parfois néo-chamanisme, en anglais on dit core shamanism. Bon, je vais pas rentrer ici dans la discussion, c'est quoi le chamanisme, le néo-chamanisme, machin, bazar. Mais je vais quand même parler de ma vision du chamanisme, parce que c'est quand même l'objet de cette vidéo. Et donc, en fait, oui, bien sûr qu'aujourd'hui, la tradition coréenne est très présente dans ma pratique, et à forte raison, à juste raison, à juste titre, puisque en fait, c'est au travers de la cérémonie d'initiation et toutes les années qui ont suivi d'intégration, avec des moments de rejet, avec des moments d'accueil, avec des moments d'ego, dans le haut, dans le bas, bref, j'ai pu, au fil d'un apaisement, d'une intégration, me rendre compte à quel point ça faisait profondément partie de moi, même si ça venait pas nécessairement d'une tradition familiale, en tout cas a priori non. Et d'ailleurs, quand j'ai annoncé dans la famille de ma mère que j'allais devenir chaman coréen, ça a fait scandale. Mais aussi de ce que j'ai pu apprendre, qui ne porte pas l'étiquette de chamanisme, comme la thérapie psychocorporelle, comme les massages, comme les constellations familiales, mais aussi, et ça je sais que ça peut plus surprendre, mon travail d'éducateur, mes études à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, en philosophie,
et aussi toutes sortes d'expériences dont le lien avec le chamanisme n'est pas forcément évident, comme les arts martiaux, la danse, le théâtre. Alors, vous dire ça, c'est déjà vous parler un peu de ma vision du chamanisme, et qui n'est pas seulement voilà une vision parmi d'autres que j'ai choisie. Non, ça correspond vraiment à une longue réflexion, à, à mon parcours évidemment, à mes particularités, mais c'est quelque chose auquel je crois profondément, qui s'est vraiment inscrit en moi et je tente de faire vivre au travers de ma pratique voilà, qui est parfois dans un cadre professionnel et parfois dans un cadre privé, dans simplement ces échanges merveilleux qui peuvent se faire comme ça au détour d'un chemin, au coin d'une rue. Alors, juste quand même pour dire quelques mots sur les définitions du chamanisme, et encore un domaine où il y a beaucoup de bagarres. En fait, bon, rapidement, le mot chaman est un mot d'origine toungouse, donc un peuple de Sibérie. Et en fait, les premiers anthropologues qui sont arrivés en Sibérie ont vu ces individus un peu bizarres qui portaient des cornes sur la tête. Et comme ces anthropologues, entre guillemets, étaient des missionnaires, bah, vous pouvez imaginer qu'ils avaient l'impression, un, de voir des démons, et deux, des démons possédés qui parlaient en langue et qui bougeaient, qui bavaient, qui avaient les yeux qui se révulsaient, etc., etc. Bien plus tard, certains anthropologues se sont dit mais finalement ce phénomène qui avait été observé là chez les Toungous en Sibérie, mais on voit quand même des phénomènes similaires ailleurs. Et c'est comme ça que, pour certains, le mot chamanisme a été appliqué à plein de pratiques dites animistes à travers le monde. Alors là-dedans, il y a quand même des définitions différentes, puisque pour certains, et certains éminents praticiens et connaisseurs du chamanisme, en fait, le mot chamanisme devrait ne s'appliquer que aux peuples qui sont rattachés d'une façon ou d'une autre au chamanisme sibérien, c'est-à-dire principalement les Mongols et un petit peu autour. Euh, c'est une vision, et c'est une vision que je comprends d'autant plus que certains peuples, et notamment les Lakota dans le nord de l'Amérique, les Lakota que on appelait vulgairement les Sioux, mais c'est vrai que c'est mieux d'éviter ce nom parce qu'en fait il s'avère que c'est une insulte en fait Sioux. Donc les Lakota ne veulent pas qu'on parle de leur pratique médecine comme du chamanisme, et ne veulent pas que leurs hommes médecine, leurs femmes médecine soient appelés chamans. Et c'est tout à fait compréhensible. Après, il y a des définitions plus subtiles sur le chamanisme, notamment, bah, je pense à mon frère Bola Banstola, chaman népalais, qui est anthropologue aussi d'ailleurs, qui expliquait lors d'une conférence que pour lui, ce qui va différencier vraiment le chamanisme de l'animisme, c'est la question de la transe. Voilà. Alors toutes ces définitions, bah, je les comprends elles ont du sens. Mais moi, j'ai une autre définition qui est en fait liée et à mon histoire et à ce que je trouve qui est sinon une invention, une découverte, mais quelque chose qui est fondamental dans la pensée occidentale, c'est la notion d'universalisme, qui a donné le meilleur comme le pire, mais dans le meilleur, ce sont les droits de l'homme. Et pourquoi cette notion d'universalisme m'est chère? C'est parce que pour moi, appliquer ce mot, qui est un mot parmi d'autres, de chamanisme, à l'ensemble de pratiques spirituelles, de guérison religieuse à travers le monde et à travers l'histoire, c'est reconnaître
une fraternité profonde entre toutes celles et ceux que l'on pourrait qualifier de chamans, avec des formes très différentes. Et c'est, au travers de ça aussi, reconnaître quelque chose qui est, à mon sens, fondamental dans l'être humain, mais plus largement dans le vivant, c'est la notion de cellule. La première forme de ce qu'on va appeler la vie, même si on peut dire que le vivant va bien au-delà, c'est la première cellule. C'est la première cellule formée à partir d'acides aminés. Et en fait, l'image de la cellule, ça nous dit plusieurs choses. Ça nous parle de, en fait, que l'être humain n'est pas être humain tout seul, il est être humain dans une tribu, une communauté, une meute, et et c'est ça qui fait cellule, et que comme dans une cellule, en fait, il y a différentes parties, différentes spécialisations dans la cellule, autour, à l'intérieur, des organites, un cytoplasme. Et pourquoi cette image de spécialisation? Parce que il apparaît que dans ces cellules humaines, dans ces tribus, en fait, apparaissent des spécialisations. Et dans ces spécialisations, on va trouver le chef ou la chef de guerre ou de paix. On va trouver celles et ceux qui vont être plutôt dans le soin aux enfants, qui vont être plutôt dédiés à la chasse, plutôt à l'agriculture, à l'artisanat. Et puis, il y a cet être particulier qu'on va appeler le chaman ou la chamane. Et de nouveau, c'est pas évident, je trouve, de donner une définition de ce que ce serait. Alors parfois on parle de médiateur entre le visible et l'invisible, oui, pourquoi pas. Mais dans cette vision tribale de la place du chaman, j'ai envie de plutôt me concentrer sur sa fonction. Sa fonction, et qui va bien au-delà du visible et de l'invisible, parce que ça, en fait, dans beaucoup de traditions, c'est pas réservé aux chamans, tout au contraire. Donc sa fonction, c'est une fonction probablement de visionnaire, en fait. De visionnaire dans le sens de quelqu'un qui, par des capacités, par des enseignements, par un mélange, en fait, voit le monde, l'environnement et la tribu, l'intérieur et l'individu avec un autre regard, avec d'autres clés. Et pourquoi c'est intéressant? Mais parce que justement, par exemple pour la chasse, voilà, il y a des chasseurs très expérimentés qui peuvent percevoir des signes, des empreintes, des poils. Et puis, il y a le chaman qui, avec sa vision différente, complémentaire, peut dire, mais tiens, voilà, j'ai le sentiment que le troupeau de bisons, c'est à cet endroit-là qu'on va le trouver. Ça, c'est pour des cultures de survie. Et évidemment, dans d'autres cultures, dans d'autres contextes, à d'autres moments de l'histoire, ce rôle va évoluer. Mais cette fonction centrale d'apporter une vision différente, ça, je trouve que c'est central. Et si je reviens dans notre contexte d'aujourd'hui, en fait, celles et ceux qui apportent une vision différente, ça va être ceux qui portent l'étiquette de chaman ou de praticienne en chamanisme, mais pas que. Mais pas que, puisque ces définitions pourraient tout à fait s'appliquer à des artistes, à des savants, toutes ces personnes qui nous offrent une perspective différente du monde, qui ouvre notre regard ou notre cœur ou notre âme. Et donc, ce n'est pas pour dire que les artistes, les savants sont des chamans, mais que quelque part, si on remonte à l'origine,
où cette notion d'artiste, d'artisan, de savant et d'historien n'existait pas, ces différenciations-là, mais sans doute que tout ça vient de cette fonction du chaman, de la chamane, qui vient elle-même du cœur même du vivant. Voilà, je pense que déjà c'est, je vous en ai dit pas mal, et en tout cas je remercie tout particulièrement toutes les personnes que j'ai eu l'occasion d'interviewer lors de cette saison 2025-2026, des moments très très forts, des moments voilà que je suis très heureux et honoré de pouvoir vous partager, et on verra pour la suite.